Je m'appelle Héloïse Dubois, et à 32 ans, j'étais l'ombre silencieuse de la Maison Dubois, une dynastie de la soie fine qui a tissé sa fortune dans le cœur historique de Lyon. Mon rôle officiel était archiviste et curatrice, un titre que mon père, l'austère monsieur Philippe Dubois, utilisait pour décrire poliment la fille qu'il ne considérait pas comme digne d'hériter du vrai pouvoir. La Maison Dubois n'était pas juste une entreprise, c'était un pan de l'histoire lyonnaise, fondé sur des techniques ancestrales et des secrets de teinture jalousement gardés. Sa valeur n'était pas seulement financière, elle était culturelle, un symbole de l'élégance à la française. Tandis que mon frère aîné, Maxime, passait ses journées à signer des contrats et à recevoir des éloges pour le travail que, souvent, j'avais discrètement préparé, j'errais dans les allées sombres de l'atelier, touchant les rouleaux de satin, respirant l'odeur du métier à tisser qui était mon véritable héritage. J'avais un master en histoire de l'art et j'étais la seule à pouvoir identifier un fil de soie sauvage par sa seule texture. Mais pour mon père, ses compétences étaient des passe-temps de jeune fille, sans importance pour la direction d'une affaire de 50 millions d'euros. Mon frère, Maxime, était le fils prodigue, l'héritier désigné, malgré un manque d'engagement flagrant qui se traduisait par des retards constants dans les livraisons et des gaffes coûteuses dans les relations avec les fournisseurs italiens. Le fossé se creusa davantage lorsque Maxime épousa Sophie. Sophie n'était pas lyonnaise, n'avait aucune histoire avec la soie et n'apportait à notre table qu'une ambition démesurée et un mépris mal dissimulé pour mon travail d'archiviste. Elle me voyait comme un meuble ancien et encombrant, une concurrente silencieuse pour l'attention et surtout pour la fortune du bois. Elle s'évertuait à se positionner comme la future dame de la maison, portant des robes de haute couture criardes et critiquant chaque plat que notre cuisinière préparait, même si nous étions à Lyon, la capitale de la gastronomie. Elle avait pris l'habitude de me lancer des remarques condescendantes, des piques subtiles en public qui me rappelaient en ma place. Insignifiante, célibataire et incapable d'apporter un héritier à la lignée Dubois. Elle traitait l'atelier familial comme un entrepôt poussiéreux, exigeant qu'il soit transformé en un loft moderne, ignorant l'âme et la valeur inestimable des machines centenaires qui s'y trouvaient. Mon père et ma mère, obsédés par la préservation des apparences et par l'idée que Maxime était l'avenir, la laissaient faire, interprétant son agressivité comme de la passion. Les murs de notre demeure familiale, un hôtel particulier dans le 6e arrondissement, étaient les seuls témoins muets de cette lente et douloureuse marginalisation. Mais cette fois-ci, lors du dîner annuel de la Saint-Jean, la tradition lyonnaise où l'on célèbre le début de l'été, l'humiliation allait dépasser toutes les limites que j'avais connues. Et derrière l'imposante porte double du salon, se trouvait l'oreille la plus importante de tout Lyon. Une oreille que Sophie, dans son arrogance aveugle, avait complètement oubliée. La veille du dîner de la Saint-Jean, j'ai accompli mon rituel secret, celui que personne dans la famille ne connaissait. Je suis allée rendre visite à monsieur Thierry Moreau, l'ancien associé de mon père, aujourd'hui un homme fragile, confiné à sa chambre avec une santé déclinante, mais dont l'esprit restait vif et la réputation intacte. Thierry Moreau n'était pas seulement un associé. C'était l'homme qui avait sauvé la Maison Dubois de la faillite dans les années 90. L'homme que mon père admirait et craignait à la fois. Sa chambre était dans une annexe du manoir familial, rarement utilisée, mais dont l'isolation phonique était notoirement mauvaise. J'ai apporté à monsieur Moreau ses célèbres bugnes préférées, les beignets lyonnais que seule la vieille boulangerie de la Croix-Rousse savait faire. Nous avons parlé, non pas d'affaires, mais de l'histoire des soies, de ses souvenirs de jeunesse dans le quartier des Canuts. C'est là que j'ai mis en place ma défense. Discrètement, j'ai installé un petit moniteur de surveillance audio, un modèle sophistiqué dissimulé dans un vase d'hortensias, pointant vers la salle à manger principale. L'idée n'était pas de l'espionner, mais de lui permettre, disais-je, de se sentir connecté à la vie de la maison. En réalité, c'était ma façon de m'assurer qu'un témoin impartial, doté d'une autorité morale incontestable, entendrait le vrai visage de la famille Dubois, en particulier celui de Sophie. Mon vrai travail cette année n'était pas seulement d'archiver l'histoire, mais de créer une preuve. Le dîner était prévu pour 20 personnes, y compris des figures clés de la Chambre de commerce de Lyon et de l'industrie textile locale. Des gens dont l'opinion suffisait à faire ou défaire une réputation. La tension dans l'air, typique des réunions Dubois, était particulièrement palpable. Mon frère Maxime,
stressée par les rumeurs de mauvaise gestion, buvait plus que d'habitude. Sophie, quant à elle, était rayonnante dans une robe trop chère, son sourire forcé masquant à peine l'impatience de faire sensation. J'avais choisi une robe simple, en taffetas de soie noire de notre propre atelier, un choix subtil qui, je le savais, ne serait apprécié par personne d'autre que moi. Alors que le canard à l'orange, spécialité régionale, était servi, la conversation tourna, comme toujours, vers les projets d'avenir de Maxime, et le mépris de Sophie pour ma position devint une attaque ouverte. Elle commença par plaisanter sur la chance que j'avais de ne pas avoir de vraies responsabilités. Puis elle parla de mon célibat avec une pitié feinte, avant d'attaquer ma proposition de numérisation des archives, la qualifiant de coûteux passe-temps de bibliothécaire qui n'apporte rien au chiffre d'affaires. Mon père sourit faiblement, tandis que ma mère haussait les épaules en signe de désespoir silencieux, confirmant, une fois de plus, que j'étais seule dans cette arène de requins. Le sentiment d'être invisible se transforma en une rage froide. J'ai serré les mains sous la table. Le poids de l'injustice familiale, de l'indifférence et du favoritisme s'accumulant après des années de silence. Le moment fatidique est arrivé au milieu du dessert. Le silence était tombé après une diatribe de Maxime sur l'incompétence de ses employés. Des employés dont j'avais vu le travail acharné et la loyauté. J'ai décidé de prendre la parole. Une chose que je faisais rarement en présence de mon père. J'ai parlé calmement, en français châtié, de la nécessité de préserver le savoir-faire. « La Maison du Bois n'est pas seulement un nom, papa, » dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Elle repose sur l'authenticité de sa soie. Le nouveau fournisseur que Maxime a choisi en Asie utilise des colorants chimiques qui endommagent la fibre. Si nous continuons sur cette voie, nous perdrons notre label Soie de Lyon d'ici 6 mois. La salle devint glaciale. Les invités se figèrent, les fourchettes en l'air. C'était une accusation technique et professionnelle, directement au cœur de l'entreprise. Maxime devint cramoisi. Mais ce fut Sophie, ma belle-sœur, qui explosa. Elle se leva, frappant la table si fort que les verres à vin tressautèrent. « Héloïse, tu es ridicule !» cracha-t-elle, son visage déformé par la fureur. « Tu n'es qu'une archiviste, une souris qui passe sa vie à caresser de vieux bouts de tissu. L'entreprise a besoin de vision, pas de tes histoires poussiéreuses. Et tes insinuations sur le nouveau fournisseur sont de la jalousie pure et simple. Car tu n'es rien d'autre qu'une bonne à rien qui n'aura jamais l'argent ou le nom de famille que nous avons. » La violence de ses mots, le ton aigu de sa voix, firent vaciller mon père qui tenta de la calmer. Mais elle était hors de contrôle. Elle s'avança vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur de son parfum cher et de l'alcool. Et puis, la chose la plus humiliante que j'ai jamais vécue. Avec un bruit humide et méprisant, Sophie m'a craché au visage. Oui, un crachat, en plein dîner, devant tous les invités. Le geste était si délibéré, si agressif, si incroyablement vulgaire, qu'il y eut un silence de mort, un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre résonner dans la chambre d'à côté. Je sentis la goutte chaude et poisseuse couler le long de ma joue. Le choc me coupa le souffle. Mon père était paralysé par la honte. Maxime balbutiait. Les invités détournèrent les yeux. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était un acte de guerre, une agression publique filmée par tous les regards présents. Mais tandis que je me levais lentement, ne m'essuyant pas immédiatement, sentant l'humidité sur ma peau comme une marque d'infamie, j'ai senti un étrange pouvoir. Le crachat n'était pas un désastre. C'était l'ouverture que j'attendais depuis des années, la preuve que j'avais mis en place ma vengeance. J'ai essuyé mon visage avec le revers de ma main, mon geste lent et digne contrastant avec la rage incontrôlée de Sophie. Mon silence, plus fort que n'importe quel cri, a ramené un semblant de calme dans la salle. Je n'ai pas regardé Sophie. J'ai regardé mon père, dont le visage était une toile de déception et de faiblesse. « Père !» ai-je dit, ma voix étant si basse qu'elle forçait les invités à se pencher pour entendre. « Ce n'est pas de la jalousie. C'est la vérité. La Maison du Bois est en danger. Et le nouveau fournisseur de soie asiatique dont je parle n'est pas le pire de nos problèmes. » C'est à ce moment que j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un simple message texte à un numéro que j'étais la seule à connaître. Un code. Mon secret n'était pas une somme d'argent ou une entreprise rivale. Mon secret était le témoin silencieux, Thierry Moreau, l'homme qui avait tout écouté, grâce au petit moniteur dans le vase d'hortensia. Le crachat de Sophie avait confirmé à ce témoin
la nature réelle de ceux qui tentèrent de diriger son héritage commun avec mon père. 10 secondes plus tard, un léger clic se fit entendre, suivi d'un grésillement. Le haut-parleur dans la salle à manger, relié à un système de sécurité domestique que j'avais installé pour M. Moreau sous le prétexte de surveillance de routine, s'est activé. Et ce n'était pas Thierry Moreau qui parlait immédiatement. C'était la voix de Sophie, enregistrée. L'enregistrement datait de la veille. On entendait clairement Sophie parler à Maxime. « Écoute, chérie, ton vieux fou de père va signer la vente de la marque Dubois Prestige à cette société chinoise la semaine prochaine. Laisse-le croire qu'il gère. Le prix est dérisoire, mais j'ai négocié un joli pourcentage en dessous de table avec le PDG. Une fois que ce sera fait, on aura l'argent, on placera la vieille Héloïse comme gardienne des archives pour l'éternité, et on pourra enfin acheter ce yacht à Monaco. Ta sœur et sa soie, elles peuvent aller au diable. » L'enregistrement, court et percutant, remplissait la salle. Maxime se leva, paniqué, le visage blanc comme un linceul. Sophie se jeta sur moi, essayant d'arracher le téléphone. Mais je m'étais préparée pour cette réaction. Je me suis écartée calmement. Le silence reprit. Mais cette fois, il était l'écho d'une trahison révélée. Un silence rempli de la honte de Maxime et de la terreur de Sophie. J'avais utilisé leur propre avidité et la technologie que j'étais censée ignorer pour me venger. Ma vengeance n'était pas de l'argent, mais la vérité rendue publique, exposée devant les clients et partenaires qui étaient les vrais piliers de la maison Dubois. Mon père, Monsieur Dubois, s'effondra presque sur sa chaise. La trahison de son propre fils et de sa belle-fille, révélée par leurs propres mots et amplifiée par l'acte ignoble de cracher au visage de sa fille, était trop pour son cœur. Les invités, des hommes et des femmes d'affaires aguerris, comprenèrent l'implication. Vente de la marque historique, commission illégale et mépris total pour la tradition lyonnaise. Sophie, réalisant que non seulement elle était exposée, mais que son geste de crachat venait de valider toutes les accusations, s'est effondrée en larmes de fureur et de frustration. « C'est un montage, une manipulation !» cria Maxime, tentant de récupérer le contrôle. Mais il était trop tard. J'ai regardé les yeux de mon père. Il n'était plus rempli de déception à mon égard, mais d'une horreur et d'une prise de conscience profonde. Il avait ignoré sa fille compétente au profit d'un fils faible et d'une belle-fille vénale. Mon téléphone se mit à vibrer. Ce n'était pas un message de Maxime ou Sophie, mais d'un de mes contacts à la chambre de commerce. « Héloïse, tu viens de sauver la réputation de Lyon. Les discussions avec l'acheteur chinois sont annulées. On t'attend demain. » L'humiliation avait été ma plus grande victoire. La vengeance était douce, oui, mais je sentais aussi une profonde tristesse pour mon père, pour cette lignée qu'il avait laissé presque détruire. Mais la vraie surprise, le coup de grâce de ma vengeance créative, arriva lorsque la porte double s'ouvrit lentement. Un infirmier, discret mais ferme, poussait le fauteuil roulant de Thierry Moreau. L'air était maintenant chargé non seulement de trahison, mais de l'autorité calme d'un homme respecté. Thierry Moreau, pâle mais avec un regard d'acier, parla d'une voix faible mais qui résonna dans la salle. « Philippe, mon ami, le crachat de Madame Dubois est insignifiant. C'est l'enregistrement qui compte. Et je suis le seul actionnaire à détenir la majorité des parts de l'entreprise depuis les années 2000. J'ai tout entendu. » Cette révélation était le véritable séisme. Mon père avait toujours cru détenir le contrôle majoritaire, mais Thierry avait acquis des parts discrètement au fil des ans, le protégeant ainsi, sans le savoir, de lui-même. C'était la justice rendue par un homme qui avait toujours cru en l'intégrité, peu importe l'argent. Le lendemain matin, le manoir était silencieux. Sophie et Maxime avaient de quitter la maison au milieu de la nuit, laissant derrière eux le chaos d'une réputation brisée. Les annulations de commandes et les rumeurs dans la presse locale étaient déjà en marche. Mon père, Philippe Dubois, était assis seul dans son bureau, les mains sur ses tempes, semblant avoir vieilli de 10 ans. Thierry Moreau, cependant, était là, dans le salon, buvant tranquillement un café. Il m'a fait signe de m'asseoir. « Tu avais un plan, Héloïse », dit-il simplement, son regard clair comme le cristal. « Tu savais que l'entreprise ne survivrait pas à leur incompétence. »« Mais pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ?» J'ai répondu avec l'honnêteté brutale de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. J'avais besoin qu'ils se détruisent eux-mêmes, monsieur Moreau. J'avais besoin que mon père voie leur vraie nature, pas seulement qu'il l'entende. Il ne m'aurait jamais écouté.
Le crachat était la preuve visuelle que j'ai pu lier à la preuve audio de la trahison financière. C'était la vérité. Ma vengeance n'était pas motivée par la cruauté, mais par le désespoir d'être entendu. Thierry Moreau sourit tristement. Philippe a été aveuglé par le désir de perpétuer le nom Dubois par son fils. Il a oublié ce qui faisait la valeur réelle de ce nom. Ta passion, Héloïse. Il m'a ensuite fait la proposition qui allait changer ma vie. Il me transférait ses parts majoritaires, mais à une seule condition. Je devais prendre la direction de la Maison du Bois, immédiatement, et sans l'intervention de mon père. Je devais devenir la PDG de l'entreprise. C'était la réalisation de mes rêves, la reconnaissance que j'avais toujours cherchée. J'ai accepté. Mon premier acte fut de renvoyer Maxime et d'engager un audit complet. Je ne leur ai laissé aucune chance de revenir, pensant que ma vengeance était complète. J'avais gagné, et le sentiment de pouvoir était enivrant. Mais en visitant l'atelier, en voyant les métiers à tisser silence, j'ai réalisé que l'entreprise avait besoin non seulement d'une nouvelle direction, mais aussi d'une nouvelle âme. Mon ascension a été rapide, chirurgicale. En quelques semaines, j'ai relancé la ligne de produits avec de la soie éthique que j'avais toujours défendue, et j'ai numérisé les archives, transformant une collection poussiéreuse en une base de données de savoir-faire qui a impressionné toute l'industrie. Les anciens partenaires qui s'étaient détournés de la Maison du Bois, après la débâcle de Maxime, sont revenus, attirés par mon intégrité et la qualité retrouvée de la soie lyonnaise. Je travaillais jour et nuit, déterminé à prouver que Thierry Moreau avait eu raison de me faire confiance. J'étais la PDG, respectée, puissante, et j'avais vengé l'humiliation subie. Mais mon cœur restait lourd. La maison était sauvée, mais la famille était brisée. Mon père, déchu, ne venait plus au bureau, passant ses journées à errer dans le manoir. Ma mère, Diane, m'appelait tous les jours, non pas pour parler affaires, mais pour me demander si j'avais des nouvelles de Maxime, qui avait déménagé dans le sud avec Sophie. La vengeance, pensais-je, était censée m'apporter la paix. Au lieu de cela, elle m'avait donné un empire et une solitude cuisante. Un soir, après avoir travaillé tard, je suis allée voir mon père. Il était assis dans le jardin d'hiver, fixant un poing dans le vide. « Tu es un excellent PDG, Héloïse », a-t-il dit sans me regarder. « Tu as sauvé l'entreprise. Tu as prouvé que j'avais tort. » Ces mots, qui auraient dû me réjouir, sonnaient creux. Je ne voulais pas prouver qu'il avait tort. Je voulais qu'il m'aime et me respecte. C'est alors que j'ai pris ma décision. L'acte final, le véritable pivot de ma vengeance. Un mouvement que personne n'aurait pu anticiper. Je ne voulais pas que mon histoire se termine par un triomphe solitaire sur des ruines familiales. Je savais que pour que Lyon respecte la Maison du Bois, elle devait d'abord respecter sa propre histoire, y compris celle des erreurs. J'ai organisé une conférence de presse, non pas pour célébrer la réussite, mais pour parler de l'avenir. J'ai invité tous les anciens partenaires, la presse locale, et, à ma grande surprise, ma mère a réussi à convaincre mon père d'y assister. Au lieu de présenter de nouveaux produits, j'ai parlé de la crise. J'ai parlé de la vraie histoire de la Maison du Bois. J'ai raconté les moments de gloire, mais aussi l'histoire de mon père, de sa fierté, et de l'aveuglement qui l'a conduit à ignorer le talent et l'intégrité au profit du nom. Et j'ai mentionné l'humiliation. Sans nommer Sophie, j'ai parlé de l'acte de mépris, et comment il avait été l'alarme qui avait sauvé l'entreprise. J'ai terminé par une déclaration surprenante. La Maison du Bois a besoin de son fondateur, ai-je annoncé, regardant mon père. Son expérience, ses relations, son histoire. J'ai le pouvoir, mais il a l'âme. C'était le début de ma réconciliation créative, le 3e acte inattendu. J'ai proposé à mon père de devenir président honoraire et ambassadeur du savoir-faire. Un poste sans pouvoir exécutif, mais avec toute la reconnaissance et le respect qu'il méritait. C'était une façon de le réintégrer dignement, de lui pardonner publiquement, tout en conservant le contrôle. Sa réaction fut inestimable. Les larmes aux yeux, il a fait un petit signe de tête. Il n'a pas parlé, mais son regard m'a dit « Merci, ma fille ». C'était plus que n'importe quelle part sociale. Mon père a accepté le rôle d'ambassadeur et a retrouvé une nouvelle joie de vivre, parlant avec passion de la soie aux clients et rétablissant la réputation de l'entreprise avec une humilité nouvelle et touchante. Il est redevenu le père que j'avais toujours voulu, non pas un patriarche rigide, mais un mentor fier.
Ma mère a retrouvé son sourire, voyant enfin son mari et sa fille travailler côte à côte. La maison du bois a prospéré comme jamais. Ma vengeance contre l'humiliation et la trahison était complète, mais elle avait été transformée en un acte de générosité stratégique. Je pouvais maintenant avancer. Mais le chapitre Maxime et Sophie n'était pas terminé. La rumeur disait qu'ils étaient en difficulté. Maxime avait perdu son emploi, et Sophie avait dilapidé leurs économies dans des investissements douteux. J'ai reçu un appel de Maxime. Il était brisé, me demandant de l'argent, suppliant. C'était l'opportunité de l'humiliation finale, le coup de grâce de ma vengeance. Mais je me suis souvenu de ce que Thierry Moreau m'avait dit. L'argent n'est pas le but, Héloïse. C'est un outil. Utilise-le pour construire. J'ai senti une vague de pitié. Le pardon ne devait pas être sans conséquence. Mais il ne devait pas non plus être une destruction totale. Je savais que l'entreprise avait besoin d'un commercial de terrain compétent. Et malgré ses défauts, Maxime avait des contacts. J'ai proposé à Maxime un contrat de travail, un poste subalterne, loin de Lyon, dans une région où il devrait faire ses preuves, sans le nom du bois. La condition, il devait suivre une formation intensive en éthique commerciale et en management, et Sophie devait rester en dehors de toute affaire de la maison. C'était une corde de sauvetage, pas un cadeau. Il a accepté, humblement, pour la première fois de sa vie. C'était la réconciliation la plus créative que je pouvais imaginer. Je ne lui donnais pas de l'argent, mais une chance de se racheter par le travail acharné. La seule chose que ma famille n'avait jamais valorisée. Ma vengeance contre